Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le théorème des 4 carrés par, on va dire, une méthode élémentaire et traditionnelle, hein, bien connue, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans OROX ENS, fait à peu près exactement comme ça. Alors, le théorème dit que tout nombre n se décompose en somme de 4 carrés d'entiers, évidemment, n naturel, strictement positif, évidemment, ou nul, pourquoi pas. Et comment ça se démontre? Alors, bon, on verra, à la fin, on parlera un petit peu de ça, on verra des méthodes, au moins une méthode savante qui permet de comprendre les choses avec un peu de recul. Mais là, c'est une méthode artisanale, très astucieuse, qui, dans un premier temps, se ramène au cas P premier. Dans un deuxième temps, prouve que pour P premier donné, on a un M0P, un multiple de P qui s'écrit comme somme de 4 carrés, et ensuite une méthode de descente à la Fermat pour ramener le cas où M0, pour se ramener par l'absurde au cas où M0 est égal à 1. Voilà. Bon, alors allons-y. D'abord, on se ramène au cas où n est premier. Ben oui, parce que l'ensemble des n qui se décomposent en somme de 4 carrés eh ben, est stable par multiplication. Donc si c'est vrai pour les premiers, ben, ça va être vrai pour tout le monde. Voilà, toujours positif, hein, bien sûr. Alors maintenant, pourquoi? Ben, parce que le produit ici d'une somme de 4 carrés par une autre somme de 4 carrés, ben, c'est une somme de 4 carrés. Alors ça fait penser au fait que le produit d'une somme de 2 carrés est égal lui-même à une somme de 2 carrés. Et ça se fait grâce à la norme des nombres complexes en écrivant que n de zz', si n est égal, n de x plus y est égal à x2 plus y2, avec x, y réel, ben, n de zz' est égal à n de z fois n de z'. Hein, donc c'est comme ça qu'on fait. Et là, c'est une somme de 4 carrés, donc on en parlera en épilogue un peu plus tard. Donc maintenant, on se ramène à ça, alors, on vérifie cette formule, d'où elle vient, on en reparlera, mais on se ramène au cas où n égale p. Maintenant, bon, pour p égale 2, c'est bon. Maintenant, p premier impair. Alors, j'affirme qu'il existe deux entiers, x et y, tels que 1 plus x2 plus y2 est égal à mp, avec m strictement plus petit que p. Voilà. Alors, je dis que c'est le principe des tiroirs. On travaille dans z sur pz. D'accord? Alors, je sais que x2, un carré de z sur pz, il peut prendre que p plus 1 sur 2 valeurs possibles. Pourquoi? Bah parce que x donne x2 dans z sur pz étoile prend p moins 1 sur 2 valeurs, parce que p est impair, et que le noyau de ce morphisme, de z sur pz étoile dans lui-même, le noyau de ce morphisme, c'est 1 moins 1. Donc il a deux éléments parce que p est impair. Donc il y a p moins 1 sur 2 valeurs. Donc maintenant, x2 prend p plus 1 sur 2 valeurs. Hein, d'accord? Parce qu'on ajoute dans z sur pz, parce qu'on ajoute 0, qui est un carré. D'accord? Donc c'est un carré, donc on incrémente de 1, et ça fait p plus 1 sur 2 valeurs. Bah, maintenant, quand on regarde, bah, y2, c'est pareil, il vaut p plus 1 sur 2 valeurs, et moins 1 plus y2, pareil, dans z sur pz, bah oui, puisque c'est en bijection avec les nombres y2. Hein, donc en gros, z donne moins, parenthèse, 1 plus z est une bijection. Donc ici, ça a le même nombre de valeurs. Donc maintenant, le principe des tiroirs, on va avoir p plus 1 sur 2 valeurs ici, p plus 1 sur 2 valeurs ici, donc en tout p plus 1 valeur, dans un ensemble à p éléments. Donc il y a forcément un moment où ça va coïncider. Voilà, c'est le principe des tiroirs qui est très utile, hein, comme ça, dans les équations sur corps fini, par exemple. Et donc on va avoir ceci, 1 plus x2 plus y2,
congrue à 0 modulo P, hein, voilà, grâce à ça. Alors maintenant, ça veut dire que 1 plus x2 plus y2 est égal à mp, mais maintenant j'affirme qu'on peut prendre m strictement inférieur à p. Pourquoi? Parce que quand on regarde les valeurs de x2, c'est les mêmes valeurs pour moins x, le tout carré. X carré est égal à moins x au carré. Bon, ça c'est évident. Mais entre x et moins x, il y en a toujours au moins un qui se trouve, quand on est dans z sur pz étoile, il y en a au moins un qui se trouve entre, on peut toujours choisir x entre 0 et p-1 sur 2. D'accord? Parce que quand on fait moins x, ça va se retrouver dans l'autre partie, entre p-1 sur 2, ou entre p plus 1 sur 2, et strictement plus petit que p. Voilà. Donc, on peut toujours choisir x comme ceci, et pareil pour y. Mais en disant que x est plus petit que p-1 sur 2 et que y est plus petit que p-1 sur 2, on voit que 1 plus x2 plus y2, on développe, on fait le calcul, ça va être strictement plus petit que p2. Donc, comme c'est sous la forme mp, m est strictement plus petit que p. Voilà. Alors donc, on a montré déjà cette chose-là. Et maintenant, on va faire une méthode de descente, c'est-à-dire qu'on voit que mp, il y a un multiple de p, avec m strictement plus petit que p, en plus, c'est un petit luxe, qui se décompose en somme de 4 carrés. Oui, 4 carrés, parce que mp est égal à 0 au carré, plus 1 au carré, plus x au carré, plus y au carré. Donc maintenant, on attaque la descente. Et la descente, c'est d'essayer d'arriver à un m0, ici, est égal à 1. Donc je veux montrer que m0 minimal non nul, tel qu'on a ça, est égal à 1. Voilà, donc je pose m0 minimal, tel qu'il existe, xi, i de 1 à 4, tel que cette égalité soit vérifiée, et je dis, par l'absurde, supposons que m0 est strictement plus grand que 1. Voilà. Et on va tomber sur une contradiction, parce qu'on va toujours trouver un élément plus petit. Alors le premier cas, c'est si m0 est pair. Alors effectivement, si m0 est pair, j'affirme qu'on peut supposer que x1, x2 ont même parité, x3 et x4 ont même parité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où m0 est pair, ça c'est pair. Donc les xi, soit les xi sont tous pairs, soit les xi sont tous impairs. Alors dans ce cas-là, tout ça c'est de même parité, effectivement. Soit alors, il y en a 2 impairs parmi eux, et 2 pairs parmi eux. Et les 2 impairs, quitte à faire une permutation, on peut supposer que les 2 impairs sont là et les 2 pairs sont là. Hein. Donc finalement, on peut toujours supposer que ceci, donc x1, x2 ont même parité et x3, x4 ont même parité, quitte à permuter. Alors, ça me permet d'écrire cette égalité. Je vais écrire x1 plus x2 sur 2 au carré. Ça, c'est un entier, puisqu'il y a même parité. x1 moins x2 sur 2 au carré, c'est aussi un entier. Ça, c'est un entier, ça, c'est un entier. Et quand on calcule la somme, on va retrouver x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus x4 carré fois 2 sur 4, c'est-à-dire sur 2. Et donc, on a diminué ici la chose. Ça, c'est bien un entier. Et on va avoir ici une décomposition somme de 4 carrés. Donc, pas de problème. On a réussi à obtenir une contradiction avec la minimalité de m0. Maintenant, pour m0 impair, c'est un petit peu plus tordu. Alors, on va supposer que m0 est impair. Et yi, on va poser yi, par définition, égale à xi. Donc, pour i égale de 1 à 4, c'est xi moins un certain bi m0, c'est-à-dire que je soustrais suffisamment de m0 pour me retrouver entre moins m0 sur 2 et plus m0 sur 2. D'accord? Comme c'est un intervalle de longueur m0, je peux toujours trouver des entiers, tels que ça vérifie ça. C'est une espèce de division euclidienne, mais décalée, quoi, en quelque sorte. Et donc, je veux que
valeur absolue de yi soit inférieure à m0 sur 2. Mais a priori, hein, c'est possible, mais d'avoir m0 sur 2 avec égalité. Il se trouve que m0 est impair, on peut toujours, un entier sera toujours strictement inférieur à m0 sur 2 à partir du moment où il est inférieur ou égal. Bon, donc ici, vous avez ceci. Alors maintenant, qu'est-ce que j'affirme? J'affirme que, maintenant je vais regarder la somme des yi carrés. La première chose, eh bien, d'après ça, c'est strictement plus petit que m0 carré. Bon, ça c'est évident. Maintenant, j'affirme que c'est strictement positif. C'est-à-dire que les yi ne peuvent pas être tous nuls. Pourquoi? Parce que si les yi étaient tous nuls, ça voudrait dire que les xi seraient tous multiples de m0. Comme les xi seraient multiples de m0, cette somme serait multiple de m0 au carré. Et ça, c'est pas possible parce que m0, on a dit qu'il était strictement inférieur à p, puisqu'on est parti d'un m strictement inférieur à p. Donc, ce n'est pas possible et on peut affirmer cette double inégalité. Ce qui veut dire qu'on a maintenant deux égalités, celle de départ, la somme des xi carrés qui est égale à m0p, et la somme des yi carrés qui est égale à m0 m1. Pourquoi m0 m1? Parce que cette somme de carrés est multiple de m0. Alors ça, c'est facile à voir que c'est multiple de m0. Hein. Il suffit d'élever au carré, ici, faire la somme et d'utiliser cette égalité, pour voir que ça, c'est multiple de m0. Mais comme c'est strictement plus petit que m0 carré, eh bien, on va avoir quelque chose de la forme m0 m1, avec m1 strictement plus petit que m0, et m1, évidemment, j'ai oublié de le mettre, strictement positif. Voilà. On n'est plus bien loin d'arriver à une contradiction. On va utiliser cette formule, d'accord? Je vais prendre le produit de ces deux-là, donc le produit de ces deux-là, ça va faire m0 carré fois m1 fois p, mais le produit de ces deux-là, d'après cette formule-là, c'est une somme de carrés. C'est une somme de zi, hein, donc ça va être z1, z2, z3, z4, au carré. Voilà, donc j'ai ça. Donc pour l'instant, c'est reculé pour mieux sauter parce qu'on a quelque chose de plus grand. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que z1, z2, z3 et z4 sont tous multiples de m0. Regardons-le pour z1. z1, c'est somme de xi, yi, mais yi, c'est xi moins bi m0. Et ça fait une somme de xi carré, mais la somme de xi carré, c'est m0p. Et moins, on peut mettre m0 en facteur, et on a la somme de xi bi. Voilà. Donc c'est que des multiples de m0. On fait pareil pour z2, z3, z4, et on obtient que zi peut s'écrire sous la forme m0 z', et maintenant je peux diviser par m0 carré ici pour obtenir m1p, mais m1 est strictement plus petit que m0, donc ça y est, j'ai réduit les choses. Voilà, c'est terminé, on a prouvé le théorème des 4 carrés par la manière qui semble la plus élémentaire connue. Hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est agréable ce côté artisanal, mais c'est aussi agréable d'avoir un petit peu de recul, et je vais essayer de donner quelques explications pour qu'on en tire quelque chose d'un peu profond, et qu'on comprenne pourquoi on a fait un master, parce que cette preuve, franchement, je pense que c'est du principe des tiroirs au maximum, et que des égalités, c'est quelque chose qu'on pourrait faire carrément en terminale. Hein, voilà. Alors voici l'idée. Donc je ne vais pas faire la preuve en entier, hein, mais je vais donner les pierres angulaires. Je pense que c'est assez satisfaisant comme ça, rien qu'avec les pierres angulaires, parce qu'on se rend compte en fait que bon, il y a aussi des petits détails à regarder à la loupe.
mais c'est la preuve que vous pouvez trouver dans le livre de Pierre Samuel sur la théorie algébrique des nombres. C'est un livre qu'il faut absolument se procurer si on aime un peu l'arithmétique. Il est absolument magnifique. Il nous apporte un sacré recul sur la théorie. En plus, il est écrit avec un style assez léger, assez intéressant. C'est très intelligent comme façon de rédiger. C'est très agréable, on dirait du cerf, hein, pratiquement. Donc voici l'idée de la preuve. On part des quaternions. Alors bon, voilà, en gros, les quaternions, c'est un peu comme les complexes, sauf qu'il va y avoir alors là, les xi sont réels, x0 plus ix1 plus jx2 plus kx3, avec des règles, bon, i carré, j carré et k carré, c'est moins 1, et puis c'est des règles, mais attention, c'est associatif, mais non commutatif. Voilà. Et dessus, comme sur C, il y a une norme multiplicative, et cette norme, c'est x0 carré plus x1 carré plus x2 carré plus x3 carré. Bon, déjà, ça commence à ressembler à des choses. Effectivement, comme elle est multiplicative, ça fait n de x, n de y égale n de xy. Et ce xy, c'est ce que j'ai appelé z tout à l'heure. Voilà. Donc on s'y retrouve un petit peu. Et on comprend un peu cette première égalité, déjà, elle ne sort pas de n'importe où, elle sort de la multiplicativité de la norme quaternionique. Bien, alors maintenant, un petit rappel. Bon, la plupart d'entre vous ont dû voir une année de master ou l'année de la Greg, le théorème des deux carrés comme application de la factorialité de l'anneau des entiers de Gauss, z de i. Ok. Et on va un peu revenir dessus, hein, comme rappel. On a z de i, rapidement, et on se rend compte que, donc lui, c'est la forme entière, c'est une forme entière de C, c'est une version entière qu'on appelle une Z-forme hein, dans le jargon, c'est une Z-forme de C, et ici, c'est un réseau dont les mailles sont assez proches. Ce que j'appelle assez proche, c'est que quand on a une maille du réseau qui est là, eh bien, le point intérieur de la maille, le plus éloigné, c'est le centre. Et comme c'est des carrés de longueur 1, et comme racine de 2 sur 2 est strictement inférieure à 1, eh bien, ce point-là au centre est à strictement moins que 1 d'une des mailles du réseau. Voilà. Bon. Alors ça, c'est ce qui nous permet de créer une division euclidienne, comme on l'a fait dans Z. Hein, le fait que de Z, les éléments de Z vont de 1 en 1. Donc on est toujours, quand on est sur R, on est toujours à moins de 1 d'un élément entier. Là, c'est un peu pareil. Et c'est ce qui, strictement moins que 1, évidemment, et c'est ce qui nous permet d'avoir une division euclidienne, ici, bon, sans l'unicité, hein, bon, mais une division euclidienne quand même. Bien. Maintenant, le fait d'avoir une division euclidienne, ça va impliquer que z de i est principal, donc il est factoriel. Et le fait qu'il est factoriel, dès que p est non premier, donc p c'est un nombre premier de z, et donc il est dans z de i, et s'il est non premier dans z de i, ce qui peut arriver, hein, même s'il est premier dans z, il peut se retrouver non premier dans z de i, alors il est réductible. Ça, c'est une propriété de la factorialité. Et c'est cette réductibilité qui est importante pour avoir une décomposition en somme de 2 carrés. Et maintenant, le fait que P est non premier, c'est assez classique de voir que P est non premier, c'est lié au fait que x2 plus 1 est réductible dans Z sur Pz. Bon. Alors, et puis on trouve, grâce au symbole de Legendre, que c'est soit P égale 2, soit alors P congru à 1 modulo 4. Bon, voilà l'histoire. Ce qui nous permet d'avoir la réductibilité de P. Voilà, donc ça c'est j'imagine, quelque chose que les gens qui ont fait un master savent à peu près. Là maintenant, c'est une version en dimension 4, donc pour avoir des sommes de 4 carrés évidemment, mais il faut une forme entière, ici, et on va essayer d'adapter la chose, parce que le problème, c'est qu'ici c'était commutatif, et là ça ne l'est pas. Donc on va avoir d'abord une Z-forme de H, donc c'est des quaternions, mais des quaternions où ici on va prendre que des entiers. Bon, alors on prend que des entiers, les xi là maintenant sont entiers.
Et P est non premier, pourquoi? Parce que cette fois-ci, dans Z sur PZ, bah, on peut toujours, cette équation-là a toujours une solution non triviale. Bon. Voilà, alors ça, c'est, si on y réfléchit bien, c'est le théorème de Chevalley-Waring. Le théorème de Chevalley-Waring dit que si, quand vous avez une équation homogène comme celle-là, de degré R, si vous avez strictement plus que R variables, alors vous avez une solution, hein, vous avez toujours une solution non triviale. Hein, parce que vous avez toujours, comme c'est homogène, vous avez toujours la solution triviale, mais vous en avez une non triviale. Donc en fait, il aurait même suffi, on aurait pu même se contenter de 3 variables. C'est exactement ce qu'on a obtenu ici, en fait. Ça, en fait, si on veut le dire rapidement, c'est une répercussion du théorème de Chevalley-Waring en divisant par l'élément non trivial dont on est sûr qu'il est non trivial. Voilà. Et pour 3. Voilà. Bon. Donc, Chevalley-Waring, ok. Maintenant, donc ici, on a le cas non premier, donc P réductible. Mais pour quel que soit P cette fois-ci, hein, c'est pour tout P, il n'y a plus de conditions. Mais est-ce qu'on a la factorialité pour pouvoir affirmer ce genre d'implication? Eh bien, on n'a pas. Alors, bien sûr, on a envie d'adapter une division euclidienne au cas non commutatif, ce qu'on arrive à faire, mais ça ne va pas marcher. Parce que si vous regardez bien, vous regardez, on est en dimension 2, et vous regardez un Z réseau, comme ça, en dimension 2, avec des carrés. Bon, la diagonale, c'est racine de 2, hein, en longueur. Mais en dimension 3, si vous regardez la grande diagonale d'un cube, ça va être racine de 3. Et en dimension 4, puisque là on est en dimension 4, ça va être racine de 4. Donc là, c'est embêtant, parce que ça fait 2. Si vous voulez, ici, entre là et là, si j'imagine que ça c'est la grande diagonale de l'hypercube en dimension 4, eh bien ça fait 2. Donc la demi-grande diagonale, ça fait 1. Et 1, on veut du strictement inférieur à 1, mais ce 1 nous embête. Alors là, l'idée d'Hurwitz, c'est de créer les quaternions d'Hurwitz, hein, ce qu'on appelle les quaternions d'Hurwitz, en tout cas dans le Pierre Samuel, c'est comme ça que c'est dit, c'est d'ajouter ces points milieux. C'est-à-dire qu'on a un réseau comme ça, on a HZ, et on va ajouter à HZ tous les points milieux, ici, donc pas des points comme ceci, hein. Donc c'est pas HZ sur 2, mais c'est HZ plus bah, les demi lorsque tous les xi sont impairs. Voilà, donc ça va être ces points-là. Et il se trouve que ça va former un anneau, d'accord? Ça va former une nouvelle Z-forme. Donc c'est un réseau, et c'est une nouvelle Z-forme. Hein. Alors là, ça peut faire penser, ceux qui ont fait un master, peut-être à Z de I racine de 3, où effectivement pour Z de I racine de 3, on a ce genre de problème, parce que 1 plus 3, ça fait 4, donc on prend la racine de 4, ça fait 2 ici, on va avoir une demi-diagonale de 1, et on est obligé de passer aux entiers d'Eisenstein. D'accord? Donc c'est rajouter ces points milieux, et pour travailler, au lieu de travailler dans Z de I racine de 3, on travaille dans Z de 1 plus I racine de 2, Z de J, hein, finalement, racine cubique de l'unité. Voilà, donc on fait ça. Et là-dedans, on a une division euclidienne et puis on peut faire marcher tout le business. D'accord? Donc, P va être réductible, il va s'écrire XX'. Donc maintenant, je passe la norme. Bon, après, c'est du gros classique. N de P égale N de X fois N de X', avec la norme ici. Et donc, comme il est réductible, les X et X' ne sont pas inversibles. Donc, donc ça veut dire que la norme est différente de 1. Et donc, ici, c'est P2. Donc, c'est forcément égal à P fois P. Donc, on a N de X égale P. Et c'est exactement ce qu'on veut pour avoir la décomposition de P en somme de 4 carrés. Voilà. Après, il y a encore peut-être un petit peu de travail pour se ramener à quelque chose qui n'est pas demi-entier, pour avoir vraiment quelque chose d'entier. C'est là où se cachent des petits détails un peu pénibles. Mais en gros, hein, si on veut avoir un petit peu de recul, la preuve du théorème des 4 carrés, vous avez cette preuve élémentaire que je vous ai donnée, qui est la meilleure preuve élémentaire, je pense, connue. Et sinon, vous pouvez le dire en 2 mots,
quaternion d'Hurwitz, hein, en quelque sorte, et Chevalet-Waring. Voilà. Ça se dit comme ça, hein, c'est mat en deux coups, en quelque sorte. Voilà, allez, c'est terminé.